Salutations. Salut à tous et bienvenue sur Crazy Pepper, la chaîne où le drame crépite et la vengeance brûle plus fort que jamais. Histoire 1. Si vous aimez les rebondissements à couper le souffle, les personnages audacieux et les histoires qui vous tiennent en haleine jusqu'à la fin, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et plongez dans des récits captivants de trahison, de karma et de retour de bâton ultime. Préparez-vous à des moments inoubliables et des fins satisfaisantes, uniquement sur Crazy Pepper. Activez la cloche et que le drame commence. Absolument rien dans ma soirée de mardi ne laissait présager que je découvrirais ma femme en train de coucher avec un voleur dans notre sous-sol. Mais encore une fois, la vie a une façon de diffuser ses secrets si vous savez comment écouter. Je m'appelle Alexandre Mercier et je gagnais ma vie en traquant des gens. Pas le genre de traque avec un signe et menottes, mais le genre où des entreprises me payaient des sommes obscènes pour retrouver des espions industriels, des détourneurs de fonds et, à l'occasion, un cadre dirigeant qui pensait que disparaître aux îles Caïmans était un plan de retraite viable. L'analyse des fréquences radio, RF, était ma spécialité. Chaque appareil électronique laisse des empreintes dans le spectre électromagnétique. Et j'avais passé 15 ans à apprendre à les lire, comme une carte routière vers les secrets des autres. Ces jours-ci, je travaillais comme consultant en sécurité indépendant depuis notre sous-sol aménagé dans la banlieue ouest de Paris, tandis que ma femme, Viviane, dirigeait une association caritative locale appelée la Fondation Havre d'Espoir. Nous étions mariés depuis 8 ans et, jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais que nous étions heureux. Voilà ce qu'une décennie et demie de paranoïa professionnelle vous apprend sur votre propre vie. La première anomalie est apparue à 23h47, un mardi pluvieux. J'effectuais mon balayage RF nocturne de vieilles habitudes de l'époque de l'espionnage industriel lorsque j'ai remarqué un pic de signal près de la fréquence Wi-Fi de notre domicile. Propre, crypté, coûteux. Le genre de signature qui hurlait l'équipement de surveillance haut de gamme ou appareil intelligent de luxe avec une sécurité de niveau militaire. J'ai ouvert l'analyseur de spectre sur mon écran, regardant l'affichage en cascade défiler avec des motifs d'interférence colorés. La plupart n'étaient que le bruit habituel de la banlieue, sonnettes connectées, imprimantes sans fil, le babyphone des voisins. Mais ce signal était différent. Précis, professionnel, et il se déplaçait dans ma maison. « Alexandre, tu viens te coucher ?» La voix de Viviane descendit les escaliers du sous-sol, douce et inquiète. Le même ton qu'elle utilisait depuis 8 ans quand je me perdais dans mon travail. « Encore 5 minutes, ai-je répondu, sans quitter l'écran des yeux. Le signal avait cessé de bouger. Selon mon équipement, il était maintenant stationnaire dans notre cuisine. J'ai entendu des voix à l'étage. Le rire de Viviane, léger et musical, puis une voix plus grave. Masculine, inconnue. Ma femme avait mentionné que son nouveau bénévole passait récupérer de la paperasse pour la réunion du conseil d'administration du lendemain. Une sorte de stagiaire pro bono aidant avec les systèmes de paix. Le signal a de nouveau bondi, plus fort cette fois. J'ai attrapé mon détecteur RF portable et j'ai monté les marches du sous-sol à pas de loup, suivant les miettes de pain électromagnétiques. L'appareil m'a mené à la fenêtre de notre cuisine, d'où je pouvais voir la salle à manger sans être repéré. Viviane se tenait près de l'îlot central, discutant avec un homme d'une trentaine d'années. Grand, élancé, coupe de cheveux onéreuse. Il portait un blazer bleu marine qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel d'équipement. Et quand il a fait un geste en parlant, la lumière a accroché le cadran de sa montre. J'ai failli laisser tomber le détecteur RF. La montre était une Patek Philippe Nautilus, or rose, avec le cadran bleu distinctif. Je connaissais cette montre, pas le modèle, mais cette pièce spécifique. 2 ans plus tôt, j'avais traité le rapport de vol lorsqu'elle avait disparu chez un collectionneur privé à Deauville. Valeur, 40 000 €. La compagnie d'assurance avait engagé mon cabinet pour la retrouver, mais l'affaire avait été classée lorsque le voleur s'était volatilisé sur le marché noir européen. Ma femme prétendait que son nouvel assistant était un stagiaire bénévole aidant son association. Je n'ai pas fait remarquer que le stagiaire portait une Patek Philippe à 40 000 € que je reconnaissais d'un dossier de vol de grande valeur traité à l'époque où je travaillais dans la sécurité mondiale. Mais j'ai pris note mentalement de commencer à prêter plus d'attention aux signaux dans ma propre maison. L'homme, Étienne Vallet, selon la carte de visite que Viviane avait laissée sur le comptoir, est resté 20 minutes de plus. J'ai observé depuis l'ombre alors qu'ils passaient en revue la paperasse, leurs têtes penchées l'une près de l'autre sur des feuilles de calcul et des listes de donateurs. Professionnel, innocent,
sauf pour la façon dont la main de Viviane s'attardait sur son bras quand elle riait, et la façon dont les yeux d'Étienne suivaient ses mouvements quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Quand Étienne est parti, le signal RF a disparu avec lui. J'ai attendu d'entendre les pas de Viviane dans l'escalier, puis je me suis glissé de nouveau dans mon bureau au sous-sol. Il était temps de faire ce que je faisais le mieux, suivre la piste électronique. J'ai sorti tout ce que je pouvais trouver sur Étienne Vallet. Les réseaux sociaux montraient une vie soigneusement organisée autour du travail caritatif et du service communautaire. LinkedIn le listait comme consultant en technologie pour les organisations à but non lucratif. Casier vierge, recommandations élogieuses, empreinte numérique parfaite. Trop parfaite. Les vraies personnes laissent des traces numériques désordonnées. La présence en ligne d'Étienne semblait avoir été assemblée par un nettoyeur d'identité professionnelle. Chaque photo était prise par un pro. Chaque recommandation utilisait des tournures similaires. Chaque publication sur les réseaux sociaux était programmée et aseptisée. J'ai creusé plus profondément, passant son visage dans les bases de données de reconnaissance faciale auxquelles j'avais encore accès depuis mes jours dans la sécurité d'entreprise. Rien. Ensuite, j'ai essayé de faire de l'ingénierie inverse sur son empreinte numérique, cherchant les coutures où sa fausse identité avait été assemblée. Et là, un trou de 18 mois, il y a 3 ans, où Étienne Vallet n'existait tout simplement pas en ligne. Pas de poste, pas de check-INS, aucune activité numérique, comme s'il avait été effacé d'Internet puis soigneusement reconstruit. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Viviane, je n'arrive pas à dormir. Je pense à la présentation de demain. Étienne est une telle bénédiction. Il m'aide à restructurer toute la base de données des donateurs. Ne m'attends pas bisous. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure, minuit 43. Puis j'ai vérifié mes journaux de surveillance RF. Le signal de la montre d'Étienne était revenu dans ma maison à minuit 41. J'ai toujours cru que la meilleure surveillance est celle dont vos cibles ignorent l'existence. L'espionnage industriel m'a appris que les gens révèlent leur vrai visage lorsqu'ils pensent ne pas être observés. Alors, quand j'ai découvert que ma femme mentait sur sa réunion de minuit avec un homme portant des bijoux volés, j'ai décidé de leur laisser l'intimité qu'ils pensaient avoir, tout en gardant un œil électronique très attentif sur tout ce qu'ils en faisaient. Mercredi matin, j'ai dit à Viviane que je conduisais jusqu'à Lyon pour rencontrer un client potentiel. Au lieu de cela, j'ai passé 3 heures à installer des micro-caméras dans notre sous-sol. Chacune plus petite qu'un bouton de chemise et complètement invisible à moins de savoir exactement où regarder. Surplus militaire de mes jours en entreprise, alimenté par le système électrique de la maison et diffusant sur une fréquence que je contrôlais. Les caméras couvraient chaque angle de mon bureau au sous-sol, qui servait aussi d'espace de travail pour l'association de Viviane quand elle avait besoin d'étaler des documents financiers. Si elle rencontrait vraiment Étienne pour des affaires légitimes, je verrais de la paperasse et des discussions professionnelles. Sinon, eh bien, je verrais cela aussi. J'ai également mis à niveau notre système de serrure connectée, ajoutant un journal d'accès secondaire que seul moi pouvais surveiller. Chaque entrée et sortie serait horodatée et enregistrée, recoupée avec ma surveillance RF pour suivre la montre d'Étienne. Le jeudi soir, j'étais prêt. Je vais travailler tard ce soir, annonça Viviane au dîner, sans tout à fait croiser mon regard. La présentation au conseil est demain, et Étienne a proposé de m'aider à revoir les projections financières. C'est gentil de sa part, dis-je en coupant mon steak avec une précision chirurgicale. Très dévoué pour un bénévole. Il tient vraiment à la mission de la fondation. La voix de Viviane avait cette qualité brillante et artificielle qu'elle utilisait quand elle était nerveuse. Certaines personnes sont juste naturellement généreuses. J'ai pensé à la montre volée de 40 000 € et j'ai hoché la tête. La générosité est une qualité si attrayante. À 23h30, j'étais dans ma voiture, garée 3 rues plus loin, surveillant les caméras du sous-sol sur ma tablette. Le journal de la serrure connectée montrait que Viviane était entrée au sous-sol à 23h22. Elle avait disposé des papiers sur mon bureau et tamisé les lumières pour créer ce qu'elle pensait, je suppose, être une atmosphère romantique. À 23h47, le détecteur RF a bondi. La montre d'Étienne était de retour. J'ai regardé sur ma tablette la porte du sous-sol s'ouvrir et Étienne se glisser à l'intérieur. Il se déplaçait comme quelqu'un de familier avec l'espace, quelqu'un qui était déjà venu ici. Viviane s'est levée de derrière le bureau et ils se sont embrassés immédiatement. Aucune paperasse n'a été discutée.
Ce qui a suivi fut une démonstration de 15 minutes qui a répondu à plusieurs questions sur mon mariage et en a soulevé plusieurs autres sur la souplesse de ma femme. Ils ont utilisé mon bureau, ma chaise et ma table basse d'une manière qui nécessiterait un nettoyage professionnel. Mais la partie la plus intéressante est venue après, durant ce qu'ils pensaient sans doute être des confidences sur l'oreiller. Il ne se doute de rien, a dit Viviane en rajustant son chemisier tandis qu'Étienne vérifiait sa montre volée. Alexandre est tellement enterré dans ses jouets électroniques qu'il ne remarquerait pas si je faisais descendre une fanfare ici. Bien, répondit Étienne en redressant sa cravate hors de prix. Parce qu'on va avoir besoin qu'il soit distrait pendant au moins 2 semaines de plus. Le compte aux Caïmans devrait être totalement approvisionné d'ici là. Le compte aux Caïmans? Ça, c'était nouveau. Tu es sûr que les virements ne remonteront pas jusqu'à la fondation? La voix de Viviane portait une note d'inquiétude. Bébé, je fais transiter de l'argent par des comptes caritatifs depuis avant que tu saches ce qu'était une banque offshore. Le temps que quelqu'un remarque que les dons n'atteignent pas leur destination prévue, on sirotera des cocktails sur une plage quelque part au chaud. Il volait son association. Ma femme ne me trompait pas seulement, elle détournait de l'argent d'une organisation qui nourrissait des familles sans abri et offrait des formations professionnelles à des personnes en réinsertion. La femme que j'avais épousée, celle qui pleurait devant les publicités sur les animaux sauvés, volait de l'argent à des gens qui n'avaient rien. Et Alexandre, demanda-t-elle. Quand on disparaîtra, il posera des questions. Étienne sourit, le genre d'expression froide que j'avais vue chez les criminels en col blanc juste avant qu'ils ne détruisent des preuves. C'est ça la beauté de la chose. Quand la police enquêtera sur les fonds manquants, toutes les traces numériques pointeront vers l'ordinateur de ton mari. Son expertise en sécurité jouera contre lui. Ils supposeront qu'il était assez sophistiqué pour couvrir ses traces, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Ma femme a ricané. Elle a vraiment ricané. Pauvre Alexandre. Il a toujours dit que sa paranoïa lui causerait des ennuis un jour. Ils sont partis séparément. Viviane d'abord, puis Étienne 5 minutes plus tard. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 heure de plus, regardant la pluie strier mon pare-brise et traitant ce que je venais d'apprendre. Ma femme prévoyait de voler environ 250 000 € de fonds caritatifs, de me faire porter le chapeau pour le vol et de disparaître avec un homme qui portait des montres volées comme des trophées. Dans 2 semaines, je me réveillerai avec des agents de la police à ma porte et une femme qui se serait volatilisée dans les Caraïbes. À moins, bien sûr, que je ne fasse quelque chose avant. J'avais passé 15 ans à traquer des criminels pour des entreprises qui pouvaient s'offrir mes services. Maintenant, il était temps de traquer quelques criminels pour moi-même. Pro bono, pourrait-on dire. Après tout, j'avais toujours été naturellement généreux. Vendredi soir, j'ai décidé de me présenter correctement à Étienne Vallet. Pas en tant qu'Alexandre Mercier, mari soupçonneux, mais en tant que Marc Grégoire, collectionneur privé de montres de luxe avec plus d'argent que de bon sens et moins de morale que de questions. Le personnage m'a pris 3 heures à construire. Marc Grégoire existait dans les zones grises des acquisitions haut de gamme, le genre d'acheteur qui payait en liquide pour des montres dont la provenance pouvait être compliquée. J'avais utilisé des identités similaires lors d'enquêtes d'entreprise lorsque j'avais besoin d'infiltrer des réseaux de voleurs industriels et d'espions corporatifs. Je savais grâce à ma surveillance qu'Étienne fréquentait le Cercle Rouge, un club du centre-ville où les jeunes professionnels parisiens allaient dépenser de l'argent qu'ils n'avaient pas dans des verres qui ne valaient pas leur prix. Le genre d'endroit où un homme avec une montre volée pourrait chercher des acheteurs qui ne poseraient pas de questions gênantes. Le club était tout ce à quoi je m'attendais, trop bruyant, trop sombre et trop bondé de gens prétendant avoir plus de succès qu'ils n'en avaient réellement. J'ai trouvé une place au bar avec une vue dégagée sur la piste principale et j'ai attendu. Étienne est arrivé à 22h30, portant la Patek Philippe avec une assurance qui suggérait qu'il n'avait jamais fait face à de réelles conséquences de sa vie. Il évoluait dans la foule comme s'il en était le propriétaire, payant des verres à des femmes ayant la moitié de son âge et riant trop fort à ses propres blagues. J'ai attendu qu'il soit seul au bar, puis j'ai fait mon approche. « Excusez-moi » dis-je en glissant sur le tabouret adjacent. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre montre. Patek Philippe Nautilus, or rose. Magnifique pièce. » Étienne jeta un coup d'œil à son poignet, puis me regarda avec l'air calculateur d'un chasseur évaluant une proie. « Merci. C'était un cadeau. Je suis sûr que ça l'était. Je suis Marc Grégoire. » Je lui tendis la main. Je collectionne les montres vintage, je suis toujours à la recherche d'ajouts intéressants à ma collection.
Nous nous sommes serrés la main et je l'ai senti m'évaluer. Costume coûteux, bijoux discrets, le genre de confiance tranquille qui suggérait de l'argent sérieux. J'avais déjà joué ce rôle. Étienne Vallet. Ravi de vous rencontrer, Marc. De même. Ce modèle particulier est assez rare. La variation à cadran bleu surtout. Je ne suppose pas que vous envisageriez un jour de la vendre. Le sourire d'Étienne était purement prédateur. Tout est à vendre au bon prix. Excellent. Peut-être pourrions-nous en discuter dans un endroit plus calme. Il m'a conduit à travers la foule vers une section VIP à l'arrière où la musique était marginalement moins assourdissante et l'éclairage assez tamisé pour des conversations privées. Nous nous sommes installés dans une banquette d'angle et Étienne a fait signe à la serveuse pour une autre tournée. Alors, Marc, de quel genre de collection parlons-nous? Éclectique. Je suis particulièrement intéressé par les pièces avec des histoires intéressantes. Parfois, une histoire a plus de valeur que la montre elle-même. Des histoires intéressantes, répéta Étienne, son sourire s'élargissant. J'aime ça. Cette pièce particulière a définitivement une histoire. Je suis sûr qu'elle en a une. La question est de savoir si c'est une histoire que je veux entendre. Nous avons parlé pendant 20 minutes, tournant autour de la transaction comme des criminels professionnels. Étienne était bon. Il n'a jamais explicitement admis que la montre était volée, mais il a clairement fait comprendre que la paperasse ne ferait pas partie de la vente. J'ai joué le rôle d'un collectionneur qui valorisait la discrétion plus que la documentation. Enfin, j'ai fait mon mouvement. Je dois demander, dis-je en me penchant plus près. Ce ne serait pas par hasard la pièce de Deauville? Celle qui a disparu de la collection Blackwood il y a 2 ans. L'expression d'Étienne n'a pas changé, mais j'ai capté la légère tension dans ses épaules. Je ne suis pas sûr de voir ce que vous voulez dire. Bien sûr que non. C'est juste que j'ai une très bonne mémoire pour les rapports d'assurance, risque professionnel de collectionner sur le marché gris. On développe un œil pour les pièces qui pourraient avoir une provenance compliquée. Et si c'était le cas, hypothétiquement? Hypothétiquement, elles vaudraient considérablement plus pour le bon acheteur. Quelqu'un qui apprécierait l'artisanat et ne poserait pas de questions sur la propriété précédente. Étienne se détendit légèrement. Hypothétiquement, de quel genre de chiffre parlons-nous pour une pièce de ce calibre avec ce genre d'histoire? 28 000 € en espèces. C'était une offre basse, mais assez élevée pour le garder intéressé. Étienne calculait clairement, pesant le risque de conserver un bien volé contre l'attrait de l'argent rapide. C'est une proposition intéressante, Marc, mais j'aurais besoin d'une assurance que vous êtes sérieux et discret. Bien sûr. Peut-être aimeriez-vous voir quelques références. Je travaille avec plusieurs collectionneurs qui valorisent la confidentialité. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une liste de contacts que j'avais préparée. De faux noms avec de vrais numéros de téléphone qui renvoyaient vers des boîtes vocales que je contrôlais. Le genre de touche professionnelle qui séparait les vrais criminels des amateurs. Étienne étudia la liste puis me regarda. Vous savez quoi, Marc? Je pense que nous pourrions faire affaire, mais pas ici. Trop d'yeux et d'oreilles. D'accord. Vous aviez un endroit en tête? Il y a un parking à 2 rues au sud, niveau 3, coin nord-ouest. Calme, privé. On pourrait se retrouver là demain soir, disons 23 h. J'ai fait semblant de réfléchir, puis j'ai hoché la tête. Ça marche. Dois-je apporter l'argent? Apportez la moitié. Nous compléterons la transaction quand je serai convaincu que vous êtes légitime. Nous nous sommes serrés la main à nouveau, et j'ai senti le poids de sa montre voler contre ma paume. Demain soir, Étienne Vallet allait apprendre que certains collectionneurs étaient plus dangereux que d'autres, et que certaines histoires finissaient avec des conséquences. Samedi soir, je suis arrivé au parking 30 minutes en avance et j'ai passé ce temps à me préparer pour une conversation dont Étienne Vallet se souviendrait pour le reste de sa carrière criminelle considérablement raccourcie. Le 3e niveau était parfait pour ce que j'avais en tête. Isolé, mal éclairé, avec des murs en béton qui contiendraient le son et des caméras de sécurité qui ne fonctionnaient plus depuis des mois. J'avais repéré les lieux cet après-midi-là, notant les issues et les angles morts. De vieilles habitudes de mes jours de sécurité d'entreprise où la préparation faisait la différence entre une surveillance réussie et une couverture grillée. Je me suis positionné derrière un pilier en béton avec une vue dégagée sur le coin nord-ouest, ma tablette affichant l'application de surveillance RF qui traquait la montre volée d'Étienne.
À 22h55, le signal est apparu au niveau inférieur du garage, montant régulièrement. Étienne a émergé de la cage d'escalier à 23h pile, regardant nerveusement autour de lui. Il s'était habillé de façon décontractée pour l'occasion, un jean et une veste en cuir au lieu de ses costumes coûteux habituels, mais la Patek Philippe brillait toujours à son poignet comme une balise à 40 000 €. J'ai attendu qu'il atteigne le coin désigné, puis je suis sorti de derrière le pilier. Ponctuel, j'apprécie ça chez un partenaire commercial. Étienne fit volte-face, sa main allant instinctivement vers la poche de sa veste. Marc, vous êtes en avance. Habitude professionnelle. J'aime comprendre mon environnement avant de faire affaire. Malin. Vous avez apporté l'argent? J'ai tapoté la mallette dans ma main gauche. 14 000 € comme convenu. Avez-vous apporté la marchandise? Étienne leva son poignet, la montre accrochant la faible lumière du plafonnier. Juste là. Mais je veux voir l'argent d'abord. Bien sûr. J'ai posé la mallette sur le capot d'une voiture voisine et je l'ai ouverte, révélant des piles de billets soignés et de l'argent factice provenant d'un exercice de formation d'entreprise, mais assez convaincant dans la pénombre. Étienne s'est approché pour l'examiner, et j'ai fait mon mouvement. Avant de procéder, dis-je en fermant la mallette, j'ai une question sur votre modèle d'entreprise. Quel genre de question? Le genre qui implique de voler des associations caritatives. Étienne se figea, la main à mi-chemin de la mallette. Dans le silence qui suivit, je pouvais entendre le bourdonnement lointain de la circulation et le goutte-à-goutte régulier de l'eau d'un tuyau cassé quelque part dans l'obscurité. Pardon, quoi? Fondation Havre d'Espoir, votre petite amie Viviane Mercier, les 250 000 € que vous prévoyez de voler à des familles sans abri et à des personnes en réinsertion. Le visage d'Étienne passa par plusieurs expressions intéressantes, confusion, reconnaissance, et finalement peur. Qui diable êtes-vous? Je suis Alexandre Mercier, le mari de Viviane, et vous êtes le criminel amateur qui couche avec ma femme et prévoit de me faire porter le chapeau pour détournement de fonds. Il mit la main dans la poche de sa veste, mais je fus plus rapide. 15 ans de travail de sécurité d'entreprise m'avaient appris à lire le langage corporel et à anticiper la violence. J'ai attrapé son poignet et je l'ai tordu, l'entendant grogner de douleur alors que ce qu'il cherchait tombait sur le béton avec un cliquetis. Un couteau, bien sûr, parce que les criminels amateurs pensent toujours que les armes les rendent dangereux. Voilà ce qui va se passer, dis-je en maintenant ma prise sur son poignet. Vous allez tout me dire sur votre petit plan, numéro de compte, calendrier de virement, comment vous prévoyez de me piéger, tout. Allez au diable. J'ai tordu son poignet plus fort, sentant les os grincer. J'ai passé 15 ans à traquer des gens comme vous pour des entreprises qui me payaient très bien pour être créatif en matière d'extraction d'informations. Vous pouvez me parler ici, ou vous pouvez parler à la brigade financière quand je leur remettrai les images de surveillance de vous et ma femme planifiant de voler des fonds caritatifs. Vous bluffez. Vous n'avez pas d'image de surveillance. J'ai sorti ma tablette de ma main libre et lui ai montré la vidéo de jeudi soir. Son visage devint blême en se regardant, lui et Viviane, discuter du compte aux Caïmans et de leur plan pour me piéger. J'ai 47 minutes de vidéo haute définition et un son cristallin. Vous voulez voir la partie où vous parlez de détruire les preuves ou on passe directement à celle où ma femme rit à l'idée que j'aille en prison? Étienne s'affaissa contre la voiture, toute combativité l'ayant quitté. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous compreniez que vous avez choisi la mauvaise cible. Je veux que vous réalisiez que l'homme que vous pensiez piéger traquait des criminels professionnellement. Et je veux que vous sachiez que votre petit jeu est terminé. Vous ne pouvez rien prouver. Et ces images ne tiendront pas au tribunal. Vous avez raison. Ça ne tiendra pas parce que je ne vais pas au tribunal. J'ai relâché son poignet et reculé, le regardant masser sa main pour faire revenir la circulation. Je vais faire quelque chose de bien pire. Je vais vous détruire de la même manière que je détruisais les criminels en col blanc, systématiquement, professionnellement, et si minutieusement que vous souhaiterez que j'aie juste appelé la police. Vous êtes fou. Non, Étienne, je suis expérimenté. Il y a une différence. J'ai ramassé la mallette et commencé à marcher vers la cage d'escalier, puis je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Une dernière chose. Cette montre que vous portez, elle a été volée de la collection Blackwood à Deauville il y a 2 ans. J'ai la documentation d'assurance et les numéros de série. Quand la police vous arrêtera, et ils vous arrêteront, assurez-vous de mentionner que vous portiez un bien volé.
Ça aidera à établir un modèle de comportement criminel. Je l'ai laissé debout dans le parking, fixant la montre à son poignet comme si elle s'était soudainement transformée en serpent venimeux. En marchant vers ma voiture, je planifiais déjà la phase suivante de l'éducation d'Étienne Vallet sur les conséquences de croiser un paranoïaque professionnel. Certaines leçons, j'avais appris, étaient mieux enseignées par l'expérience. Lundi matin, j'ai commencé la destruction systématique de la vie soigneusement construite d'Étienne Vallet. Pas par la violence ou la confrontation dramatique, mais par l'application patiente de compétences professionnelles que les entreprises m'avaient grassement payées pour développer. L'ingénierie sociale, comme on l'appelait dans le métier de la sécurité. L'art de manipuler la psychologie humaine pour atteindre des objectifs spécifiques. Je l'avais utilisé pour exposer des espions industriels, découvrir des plans de détournement de fonds et tracer la propriété intellectuelle volée à travers des réseaux de criminels d'entreprise. Maintenant, j'allais l'utiliser pour démanteler un voleur de charité et sa complice. Ma première cible était Noémie Philippe, l'assistante de Viviane à la Fondation Havre d'Espoir. Noémie était le genre de personne qui connaissait les affaires de tout le monde et adorait les partager avec quiconque voulait bien écouter. Elle avait aussi, selon mes recherches, une liaison avec son voisin marié et piochait de petites sommes dans la caisse de l'association. Un levier parfait. J'ai appelé le bureau de la Fondation à 10 heures, quand je savais que Viviane serait à sa réunion hebdomadaire du conseil. Fondation Havre d'Espoir, ici Noémie. Noémie, ici le capitaine sauveur de la brigade financière. J'avais répété la voix. Autoritaire, mais pas agressive, officielle, mais accessible. Je vous appelle au sujet de certaines irrégularités que nous avons remarquées dans les dossiers financiers de votre organisation. Irrégularités ? Quel genre d'irrégularité ? Rien qui n'implique nécessairement la Fondation directement. Nous enquêtons sur un réseau de fraude caritative dans la région parisienne, et votre organisation est ressortie lors d'un recoupement de bases de données. Probablement juste une coïncidence, mais nous devons vérifier certaines informations. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer. Quel genre d'informations ? Les dossiers du personnel principalement. Nous sommes particulièrement intéressés par tout nouvel employé ou bénévole qui pourrait avoir accès au système financier. Quelqu'un a-t-il été embauché au cours des 6 derniers mois ? Eh bien, nous avons un nouveau consultant en technologie, Étienne Vallet. Il nous aide à mettre à niveau notre base de données de donateurs. Étienne Vallet. Et il a accès aux dossiers financiers ? Il travaille sur l'intégration du système de paie. Madame Mercier a dit qu'il était très qualifié. Je suis sûr qu'elle l'a dit. Noémie, je dois vous demander quelque chose en toute confidentialité. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de Monsieur Vallet ? Quelque chose qui semblerait incompatible avec des activités bénévoles normales ? Il y eut un long silence. Je ne suis pas sûr de devoir discuter de cela au téléphone. Je comprends votre inquiétude, mais s'il y a fraude, nous devons agir rapidement pour protéger les actifs de la Fondation. Tout ce que vous avez observé pourrait être crucial. Eh bien, il travaille très tard, et la semaine dernière, je l'ai vu copier des fichiers sur un disque personnel. Quand j'ai posé la question, il a dit que Madame Mercier l'avait autorisé à des fins de sauvegarde. Avez-vous vérifié cela avec Madame Mercier ? Oh, j'ai supposé que c'était légitime. Bien sûr que vous l'avez fait. Noémie, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, et il est très important que vous n'en parliez à personne d'autre jusqu'à ce que notre enquête soit terminée. Pouvez-vous faire cela ? Oui, bien sûr. J'ai besoin que vous surveilliez l'accès de Monsieur Vallet à vos systèmes informatiques. Notez quels fichiers il consulte, à quelles heures il est au bureau, qui il rencontre. Ne le confrontez pas et ne changez pas votre comportement. Observez et documentez simplement. C'est possible ? Oui, capitaine. Dois-je m'inquiéter pour mon emploi ? Pas si vous nous aidez à garantir que les fonds de Havre d'Espoir sont correctement protégés. Nous vous recontacterons bientôt. J'ai raccroché et immédiatement appelé le portable d'Étienne depuis un autre numéro en utilisant une application de modulation vocale pour déguiser mon identité. Étienne Vallet. Monsieur Vallet, ici le commandant Morin de la police judiciaire, section financière. Nous devons planifier une réunion pour discuter de certaines irrégularités dans les comptes de la Fondation Havre d'Espoir. Pardon, quoi ? La police judiciaire ? Nous enquêtons sur un modèle de fraude caritative.
Votre nom est apparu dans notre base de données comme ayant accès au système financier de la Fondation. C'est probablement juste une vérification de routine, mais nous devons vous parler dès que possible. Je ne comprends pas. Je suis juste bénévole. Monsieur Vallet, je dois insister sur le fait que cette conversation est confidentielle. Nous avons des raisons de croire que quelqu'un ayant un accès interne manipule les comptes de la Fondation. Nous devons déterminer si vous avez observé une activité suspecte. Une activité suspecte? Des virements non autorisés, des paiements en double, des modèles d'accès aux comptes inhabituels, tout ce qui pourrait indiquer un détournement de fonds ou une fraude. Je pouvais l'entendre respirer lourdement. Je n'ai rien remarqué de tel. Bien. Mais nous devons tout de même nous rencontrer en personne pour passer en revue les détails techniques. Êtes-vous disponible cet après-midi? Cet après-midi? Oui, je suppose. Excellent. Au siège de la PJ, bureau 847, à 14 heures. Apportez toute documentation que vous avez concernant votre travail avec les systèmes informatiques de la Fondation. Dois-je venir avec un avocat? C'est votre choix, Monsieur Vallet, mais je dois mentionner que la coopération avec notre enquête pourrait être très bénéfique si nous découvrons que des crimes ont été commis. J'ai raccroché et regardé ma montre. Étienne avait maintenant 4 heures pour paniquer, faire des erreurs et éventuellement contacter ma femme avec des nouvelles qui perturberaient leur plan soigneusement établi. La phase 1 de leur éducation était terminée. Il était temps de passer à la phase 2. Le mardi après-midi, Étienne Vallet apprenait que la paranoïa était une maladie contagieuse, et j'étais un porteur très efficace. Ma surveillance matinale l'a montré arrivant au bureau de la Fondation Havre d'Espoir à 8h30, 90 minutes plus tôt que d'habitude. Il a passé les 3 heures suivantes à supprimer frénétiquement des fichiers du système informatique tandis que Noémie observait depuis son bureau, documentant consciencieusement tout comme le capitaine Sauveur l'avait demandé. À 11h45, le téléphone d'Étienne a sonné. Je surveillais ses communications grâce à un dispositif d'interception cellulaire que j'avais acquis lors de mes jours de sécurité d'entreprise. Techniquement illégal, mais j'avais appris à prioriser l'efficacité sur la légalité lorsqu'il s'agissait de criminels. Étienne, qu'est-ce qui se passe? La voix de Viviane était tendue par une panique à peine contrôlée. Noémie vient de me dire que la police a appelé pour poser des questions sur des irrégularités financières. C'est pire que ça. La PJ veut me rencontrer cet après-midi. La PJ? Comment c'est possible? On n'a pas encore bougé d'argent. Je ne sais pas, mais quelqu'un nous surveille. Ils savent pour l'accès informatique. Ils savent pour les réunions nocturnes. Viviane, je pense qu'on doit disparaître maintenant. On ne peut pas disparaître. Le compte au Caïman n'est pas prêt et je ne peux pas accéder au fonds de la Fondation sans déclencher les protocoles de surveillance du Conseil. On a besoin de 2 semaines de plus. On n'a peut-être pas 2 semaines. Il y eut un long silence avant que Viviane ne reprenne la parole. Tu penses qu'Alexandre se doute de quelque chose? Ton mari? Aucune chance. Le gars passe toute la journée à fixer des écrans d'ordinateur dans son sous-sol. Il ne remarquerait pas si on organisait la vente aux enchères caritatives dans son salon. J'ai souri à cette évaluation. C'était toujours satisfaisant quand les criminels sous-estimaient leur opposition. Alors comment la police a-t-elle découvert? Peut-être que quelqu'un d'autre surveille la Fondation. Peut-être qu'ils enquêtent sur la fraude caritative en général et qu'on a été pris dans un coup de filet. Je ne sais pas, mais je ne reste pas pour le découvrir. Étienne, écoute-moi. Tu ne peux pas fuir. Si tu disparais maintenant, ça ressemblera à un aveu de culpabilité. Va à la réunion. Joue la surprise. Joue le bénévole innocent qui est choqué d'apprendre une fraude potentielle. S'ils avaient de vraies preuves, ils t'auraient déjà arrêté. Et s'ils demandent pour les fichiers supprimés? Quels fichiers supprimés? Tu aidais à moderniser notre système de base de données. Les vieux fichiers sont archivés ou supprimés dans le cadre d'une maintenance normale du système. Tu faisais juste ton travail. Étienne resta silencieux un moment. Tu penses vraiment qu'on peut bluffer pour s'en sortir? Je pense qu'on n'a pas le choix. Mais Étienne, une fois que ça se tasse, on accélère le calendrier. Je veux être sur une plage dans 2 semaines, pas 2 mois. D'accord. Je t'appelle après la réunion avec la PJ. Ils ont raccroché et j'ai passé l'heure suivante à préparer la visite d'Étienne. Bien sûr,
Il n'y avait pas de commandant Morin, pas de bureau 847, et pas d'enquête policière. Mais il y avait un bâtiment administratif à l'aspect très réaliste avec un système d'annuaire très confus et plusieurs heures de tracasseries bureaucratiques qui laisseraient Étienne plus paranoïaque que jamais. À 14h15, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Le bureau de Morin est vide. La sécurité dit qu'il n'y a pas d'agent de la PJ à cet étage. À quel genre de jeu jouez-vous? J'ai souri et répondu, le genre où vous perdez, monsieur Vallet. Profitez bien de regarder par-dessus votre épaule. Il a essayé d'appeler le numéro, mais je l'avais déjà désactivé. Le soir venu, Étienne appelait Viviane toutes les 30 minutes, chaque conversation plus frénétique que la précédente. Je les ai écoutés sombrer dans des récriminations mutuelles et des plans de contingence désespérés, leur complot soigneusement orchestré s'effondrant sous la pression d'une surveillance fédérale imaginaire. Le mercredi matin a apporté un nouveau développement. Noémie s'est portée pâle, prétextant une intoxication alimentaire, mais rencontrant en réalité un vrai détective, un que j'avais anonymement tuyauté sur une fraude caritative potentielle à la Fondation Havre d'Espoir. J'avais fourni juste assez de preuves légitimes pour déclencher une véritable enquête, avec une vraie implication de la brigade financière et un véritable intérêt pour les dossiers financiers de la Fondation. Le mercredi après-midi, Viviane faisait face à de vrais agents posant de vraies questions sur les pratiques comptables de son organisation. L'ironie était délicieuse. Ma fausse enquête en avait déclenché une vraie. Et maintenant, il faisait face à un véritable examen tout en croyant que tout cela n'était qu'un coup monté élaboré. Jeudi soir, j'ai surveillé un autre appel téléphonique paniqué entre ma femme et son complice. Il gèle les comptes, chuchota Viviane, la voix serrée par le désespoir. Tous. Le juge a émis une ordonnance de blocage temporaire sur tous les actifs de la Fondation en attendant leur enquête. Combien de temps ça va prendre? Des semaines, peut-être des mois. Étienne, on est piégé. On ne peut pas accéder à l'argent. On ne peut pas quitter la ville sans paraître coupable. Et on ne peut pas expliquer pourquoi tu as supprimé des fichiers de notre système informatique. Peut-être qu'on devrait tout avouer. Dire qu'on prévoyait de voler l'argent mais qu'on ne l'avait pas encore fait. Tu es fou? C'est quand même une association de malfaiteurs et une tentative d'escroquerie. On irait en prison. On risque d'aller en prison de toute façon. Pas si on est malin. Pas si on trouve un moyen de rejeter la faute. Je me suis penché en avant, intéressé d'entendre comment il prévoyait d'échapper au piège qu'il s'était créé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on s'en tient au plan initial. On fait porter le chapeau à Alexandre. On plante des preuves sur son ordinateur. On crée une piste qui montre qu'il détournait les fonds de la Fondation via l'accès à la base de données que tu l'as aidé à établir. Mais la police enquête déjà sur nous. Non, ils enquêtent sur la Fondation. Si on peut montrer qu'Alexandre était celui qui manipulait les comptes, ils se concentreront sur lui au lieu de nous. On devient des victimes au lieu de suspects. C'était un plan désespéré, mais les criminels désespérés faisaient souvent les mouvements les plus dangereux. Il était temps de leur rappeler qu'ils n'étaient pas les seuls à pouvoir jouer sale. Temps pour la phase 3. Vendredi soir, j'ai décidé qu'il était temps pour Étienne Vallet et ma femme de comprendre exactement qui ils avaient essayé de surpasser. La réunion au sous-sol qu'ils avaient prévue pour minuit se déroulerait comme prévu. Ils ne seraient simplement pas les seuls présents. J'ai passé l'après-midi à installer du matériel de surveillance supplémentaire, y compris des micros assez sensibles pour enregistrer des conversations chuchotées et des détecteurs de mouvement qui m'alerteraient dès que l'un d'eux entrerait dans la maison. Le soir venu, mon bureau au sous-sol avait été transformé en une station de surveillance complète qui aurait impressionné mes anciens clients d'entreprise. À 23h30, je me suis positionné dans ma voiture 3 rues plus loin, regardant les flux de plusieurs caméras tout en enregistrant tout sur des disques de stockage cryptés. Les preuves que j'étais sur le point de collecter mettraient fin à leur plan de façon permanente et me fourniraient un levier pour la phase finale de leur éducation. Viviane est entrée au sous-sol à 23h45, portant une sacoche d'ordinateur portable et un dossier épais de documents. Elle s'est déplacée rapidement, étalant des papiers sur mon bureau et connectant son ordinateur portable à mon système informatique. Je l'ai regardé naviguer à travers les dossiers financiers, les bases de données de donateurs et les journaux d'accès aux comptes, construisant ce qu'elle croyait clairement être la preuve de ma culpabilité. Étienne est arrivé à minuit, se glissant par la porte du sous-sol comme un homme habitué à l'activité criminelle. Il portait une mallette et des gants en latex,
une touche professionnelle qui suggérait qu'il avait déjà fait ce genre de plantation de preuves auparavant. Tu as apporté les fichiers, demanda Viviane sans préambule. Tout ce dont on a discuté. Numéro de routage bancaire, autorisation de virement, journaux d'accès au compte, tout pointe vers Alexandre comme la source des transactions non autorisées. Bien. Aide-moi à télécharger ça sur son ordinateur. On a besoin que ça ait l'air qu'il planifie ça depuis des mois. Je les ai regardés travailler ensemble, plantant des preuves fabriquées sur mon propre système tout en discutant de la chronologie de leur coup monté. C'était une masterclass en complot criminel, et il me fournissait des preuves vidéo haute définition de chaque détail. Et l'enquête de police, demanda Étienne en copiant des fichiers sur mon disque dur. Ça joue en fait en notre faveur. Quand ils analyseront l'ordinateur d'Alexandre, ils trouveront toutes ces preuves. L'enquête se concentrera sur lui et nous serons blanchis en tant que victimes innocentes. Tu penses vraiment qu'ils vont gober ça? Alexandre est un expert en sécurité. Il a les connaissances et l'accès pour réaliser une fraude financière sophistiquée. La police supposera qu'il était assez malin pour couvrir ses traces jusqu'à ce qu'on découvre son plan et qu'on le signale. Et quand est-ce qu'on le signale? Demain matin. J'appellerai la police et leur dirai que j'ai découvert des fichiers suspects sur l'ordinateur d'Alexandre. Je jouerai la femme choquée qui ne peut pas croire que son mari volerait une association caritative. Ils ont travaillé pendant 1 heure de plus, construisant une piste numérique élaborée qui me peignait comme un détourneur calculateur qui avait systématiquement volé la fondation Havre d'Espoir. C'était en fait du travail impressionnant. Si je n'avais pas enregistré toutes leurs conversations, les preuves auraient pu être convaincantes. À 1h30, ils ont terminé leur travail et ont commencé à discuter des plans d'évasion. La police arrêtera probablement Alexandre dans les 48 heures, dit Viviane en rangeant son ordinateur portable. Une fois qu'il est en garde à vue, on attend quelques semaines que les choses se tassent, puis on liquide discrètement les actifs auxquels on peut accéder et on disparaît. Et les comptes de la fondation? Ils sont toujours gelés. On devra faire une croix dessus. Mais Alexandre a des comptes personnels auxquels on peut accéder, et je peux liquider certains de nos actifs communs avant que la police ne pense à les geler. De combien parle-t-on? Peut-être 190 000 euros. Pas ce qu'on avait prévu à l'origine, mais assez pour recommencer à zéro quelque part au chaud. J'ai souri dans l'obscurité. Ils prévoyaient de voler mes économies personnelles après m'avoir fait porter le chapeau pour des crimes qu'ils avaient commis. L'audace était presque admirable. Viviane, tu es sûre de ça? Une fois qu'on accuse Alexandre, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis sûr. Alexandre est trop confiant, trop naïf. Il ne s'est jamais douté de rien, et il ne verra jamais ça venir. Le temps qu'il réalise ce qui se passe, on sera parti et il fera face à des poursuites pénales. Et ça te va d'envoyer ton propre mari en prison. Mon mari est un reclus paranoïaque qui passe plus de temps à parler à ses ordinateurs qu'à moi. J'ai arrêté de me sentir coupable pour Alexandre il y a longtemps. Ce fut le moment où j'ai réalisé que mon mariage était fini bien avant que je découvre la liaison. Viviane ne m'avait pas seulement trahi. Elle planifiait ma destruction avec le calcul froid d'une criminelle professionnelle. Il était temps de lui montrer à quoi ressemblait un vrai professionnel. À 2 heures, après qu'ils soient tous les deux partis, je suis entré dans mon sous-sol et j'ai commencé le processus de documentation de tout ce qu'ils avaient planté sur mon ordinateur. J'ai copié leurs preuves fabriquées sur des disques sécurisés, je les ai recoupées avec les images de surveillance et j'ai préparé un rapport complet qui démontrerait exactement comment ils avaient tenté de me piéger. Ensuite, j'ai commencé à planifier leur leçon finale sur les conséquences de sous-estimer un professionnel de la sécurité. Certaines éducations, j'avais appris, nécessitaient une attention très personnelle. Samedi matin, je me suis réveillé pour trouver ma femme en train de préparer le petit déjeuner et de fredonner joyeusement en brouillant des œufs. La même femme qui avait passé la nuit précédente à planter des preuves pour m'envoyer en prison me demandait maintenant si je voulais du jus d'orange avec mon café. Tu es de bonne humeur, ai-je observé en m'asseyant à la table de la cuisine. C'est une belle journée, répondit Viviane, sans croiser mon regard. Je pensais qu'on pourrait passer du temps ensemble. Peut-être conduire jusqu'à la côte. Ça a l'air sympa. Mais tu n'as pas du travail de la fondation à rattraper? Je sais que l'enquête de police a été stressante. Elle se raidit légèrement. Comment savais-tu pour l'enquête? Noémie l'a mentionné quand elle a appelé hier. Elle semblait assez inquiète pour la réputation de la fondation. Oh, oui.
Ça a été difficile, mais je suis sûr qu'ils réaliseront que c'est juste un malentendu. J'ai hoché la tête avec sympathie. Je suis sûr qu'ils le feront. Ces enquêtes financières peuvent être très approfondies. Ils analysent probablement chaque ordinateur, chaque dossier financier, chaque communication. Ça doit être éprouvant pour tout le monde impliqué. La main de Viviane trembla légèrement en versant le jus d'orange. Je suppose, mais nous n'avons rien à cacher. Bien sûr que non. Nous avons pris le petit déjeuner dans un silence relatif, Viviane vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes pendant que je lisais le journal et planifiais la conversation que nous allions avoir très bientôt. À 10h30, son téléphone a sonné. Allô? Oui, c'est Viviane Mercier. Son visage devint pâle en écoutant l'interlocuteur. Je vois. Oui, je peux être là dans 1 heure. Non, je n'ai pas besoin d'un avocat. Je suis heureuse de coopérer. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi avec une expression d'inquiétude soigneusement fabriquée. C'était la police. Ils veulent me poser quelques questions supplémentaires sur les systèmes informatiques de la Fondation. Cela semble raisonnable. Je suis sûr que tu pourras dissiper toute confusion. Alexandre, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai découvert hier soir et que j'aurais probablement dû mentionner plus tôt. Nous y voilà, pensais-je. La performance d'une vie. Qu'est-ce que c'est? Je travaillais tard dans ton bureau et j'ai remarqué des fichiers sur ton ordinateur qui semblaient inhabituels. Des dossiers financiers de la Fondation, des numéros de compte, des autorisations de virement. J'aurais probablement dû t'en parler, mais avec l'enquête en cours, je me suis dit que je devrais peut-être en parler aux agents. Elle a débité ces lignes parfaitement. Épouse inquiète, réticente à soupçonner son mari, mais tenue par le devoir de signaler une activité suspecte. Si je ne l'avais pas vue planter les preuves elle-même, j'aurais pu être impressionné par la performance. Ça semble en effet inhabituel, dis-je prudemment. Quel genre de fichier? Des numéros de routage bancaire, des informations sur les comptes des donateurs, des choses comme ça. Alexandre, tu n'as aucune raison d'accéder au dossier financier de la Fondation, n'est-ce pas? Pas que je sache. Bien que. Bien que quoi? Eh bien, Étienne a utilisé mon ordinateur parfois quand il travaillait tard. Peut-être qu'il a laissé quelques fichiers par accident. L'expression de Viviane vacilla juste un instant avant qu'elle ne reprenne le contrôle. Étienne, pourquoi utiliserait-il ton ordinateur? Il a mentionné que son ordinateur portable avait des problèmes avec la connexion réseau de la Fondation. Je lui ai dit qu'il pouvait utiliser mon système s'il avait besoin d'accéder à des fichiers à distance, tu sais, pour aider avec les mises à niveau de la base de données. Je ne me souviens pas que tu aies mentionné ça. J'ai probablement oublié, mais cela expliquerait pourquoi des fichiers de la Fondation sont sur mon ordinateur. Peut-être que tu devrais mentionner ça à la police. Oui, peut-être que je devrais. Elle est partie pour son audition 30 minutes plus tard, et j'ai passé ce temps à me préparer pour la phase suivante de leur éducation. À ce stade, Étienne paniquerait à propos de l'enquête. Viviane essaierait de maintenir son histoire de couverture, et tous deux réaliseraient que leur coup monté soigneusement planifié devenait plus compliqué qu'ils ne l'avaient prévu. À 14h, j'ai reçu un appel de Viviane. Alexandre, quelque chose de terrible est arrivé. La police pense que tu pourrais être impliqué dans la fraude de la Fondation. Ils veulent fouiller notre maison et examiner ton ordinateur. Quoi? C'est ridicule. Pourquoi penserait-il que je suis impliqué? Les fichiers que j'ai trouvés sur ton ordinateur. Ils pensent que tu as peut-être accédé au compte de la Fondation sans autorisation. Mais je t'ai dit que c'était probablement les fichiers d'Étienne. Je l'ai mentionné, mais ils veulent enquêter davantage. Alexandre, ils obtiennent une commission rogatoire. Ils seront là dans quelques heures. Dois-je appeler un avocat? Je ne sais pas. Peut-être. Alexandre, j'ai peur. Et s'il t'arrêtait? L'inquiétude dans sa voix était presque convaincante. Presque. Ne t'inquiète pas, dis-je. Si je n'ai rien fait de mal, ils finiront par le comprendre. Je l'espère. Je serai bientôt à la maison. J'ai raccroché et j'ai souri. La police obtenait effectivement un mandat de perquisition, mais pas pour les raisons que Viviane croyait.
Mon tuyau anonyme sur la falsification de preuves et l'association de malfaiteurs avait déclenché une enquête bien plus complète qu'aucun d'eux ne le réalisait. Quand ils fouilleraient mon ordinateur, ils trouveraient les preuves plantées, mais ils trouveraient aussi les images de surveillance montrant exactement qui les avait plantées, ainsi que les enregistrements audio de chaque conversation entre Viviane et Étienne discutant de leur plan. Parfois, le meilleur piège était celui que vos cibles construisaient pour elles-mêmes. La police est arrivée à 16h30 avec une commission rogatoire, 3 agents et une spécialiste en criminalistique numérique qui avaient l'air de pouvoir démonter mon ordinateur les yeux fermés. Je les ai accueillis poliment et leur ai offert du café pendant qu'ils expliquaient la portée de leur enquête. Monsieur Mercier, dit la commissaire Sarah Grégoire, l'enquêtrice principale, nous examinons des irrégularités financières potentielles à la Fondation Havre d'Espoir. Nous comprenons que vous avez eu accès aux systèmes informatiques de la Fondation. Accès limité, ai-je répondu, ce qui était techniquement vrai. Ma femme travaille occasionnellement depuis mon bureau à domicile et son coordinateur des bénévoles a utilisé mon ordinateur quand son portable avait des problèmes de connectivité. Le coordinateur des bénévoles ? Étienne Vallet. Il aidait à mettre à niveau les systèmes de base de données de la Fondation. La commissaire Grégoire échangea des regards avec son partenaire. Monsieur Mercier, nous devons examiner votre matériel informatique et tous les fichiers liés à la Fondation Havre d'Espoir. Nous devons également vous poser quelques questions sur votre parcours et votre expertise. Bien sûr. Je devrais mentionner que je suis un ancien consultant en sécurité. Je me spécialisais dans les enquêtes sur la fraude d'entreprise et la criminalistique numérique. Intéressant. Quel genre de fraude d'entreprise ? Détournement de fonds, espionnage industriel, vol d'identité. Je travaillais pour des entreprises du CAC 40, traquant les employés qui volaient la propriété intellectuelle ou manipulaient les systèmes financiers. L'expression de la commissaire Grégoire s'aiguisa. Donc, vous sauriez comment détecter une fraude financière. Et comment la commettre, si c'est ce que vous demandez. Mais je saurais aussi comment couvrir mes traces mieux que quiconque sur qui vous enquêtez. La spécialiste, l'agent Martinez, examinait déjà mon installation informatique. C'est un équipement sophistiqué. Outils de surveillance et d'analyse de qualité professionnelle. Des formations professionnelles, vieilles habitudes de mes jours de sécurité d'entreprise, dit Monsieur Mercier. Nous allons avoir besoin que vous vous écartiez pendant que nous faisons une image de vos disques durs et examinons vos fichiers. Cela pourrait prendre plusieurs heures, déclara la commissaire Grégoire. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais commissaire Grégoire, vous devriez savoir que j'ai mené ma propre enquête sur la fraude potentielle à la fondation de ma femme. La pièce devint très silencieuse. Quel genre d'enquête ? Le genre qui implique des images de surveillance, une analyse financière et des conversations enregistrées. Le genre qui documente une association de malfaiteurs, une falsification de preuves et une tentative de coup monté contre une partie innocente. Je lui tendis un disque crypté. Tout est là-dessus. Vidéo, audio, dossier financier, interception de communication. 47 heures de surveillance documentant tout le stratagème. La commissaire Grégoire fixa le disque comme s'il pouvait exploser. Mercier, êtes-vous en train de me dire que vous avez mené une surveillance non autorisée ? Je vous dis que j'ai découvert ma femme et son complice planifiant de voler des fonds caritatifs et de me faire porter le chapeau pour le vol. Tout ce que j'ai collecté a été recueilli sur ma propre propriété en utilisant un équipement que je possède légalement. Et vous n'avez pas pensé à contacter les forces de l'ordre ? J'y ai pensé, mais je voulais m'assurer d'avoir des preuves complètes avant de lancer des accusations contre ma femme. De plus, j'étais curieux de voir jusqu'où ils iraient. L'agent Martinez leva les yeux de mon ordinateur. Commissaire Grégoire, vous devez voir ça. Il a des caméras de surveillance dans toute la maison, et les images sont exhaustives. Exhaustives comment ? J'ai souri. Assez exhaustive pour vous montrer exactement qui a planté des preuves fabriquées sur mon ordinateur hier soir et pourquoi ils l'ont fait. Les 3 heures suivantes furent parmi les plus satisfaisantes de ma carrière professionnelle. J'ai regardé les agents passer en revue les images de surveillance de Viviane et Étienne plantant des preuves, les ai écoutés analyser les enregistrements audio de la planification du complot. Et expliquer les détails techniques de la façon dont 2 criminels amateurs avaient essayé de piéger un enquêteur professionnel spécialisé dans la fraude. C'est un travail remarquable, dit finalement la commissaire Grégoire. Mais je dois demander, pourquoi ne les avez-vous pas arrêtés ? Vous auriez pu empêcher la plantation de preuves.
parce que je voulais qu'ils terminent leur crime. L'intention est plus difficile à prouver que la falsification de preuves. J'avais besoin qu'ils plantent réellement les preuves et discutent de leur plan de manière enregistrée. Vous vous êtes utilisé comme appât. J'ai utilisé mon expertise professionnelle pour documenter une activité criminelle. Le fait que j'étais la victime désignée rendait la chose personnelle, mais l'enquête était entièrement professionnelle. L'agent Martinez examinait les dossiers financiers sur son ordinateur portable. Les comptes de la fondation ne montrent aucun vol réel. Il prévoyait de voler, mais l'enquête a gelé les comptes avant qu'ils ne puissent y accéder. Correct. Mais ils ont volé sur mes comptes personnels après avoir planté des preuves sur mon ordinateur. Vérifiez les relevés bancaires de ce matin. La commissaire Grégoire sortit son téléphone. Nous allons devoir emmener votre femme et monsieur Vallée pour interrogatoire. Je m'en doutais. Commissaire Grégoire, il y a une dernière chose que vous devriez savoir. Quoi donc? Étienne Vallée porte une montre Patek Philippe volée d'une valeur de 40 000 €. Elle a été prise dans la collection Blackwood à Deauville il y a 2 ans. J'ai la documentation d'assurance et les numéros de série. Vous avez été occupé, monsieur Mercier. J'ai été minutieux. D'après mon expérience, les criminels se limitent rarement à un seul type de crime. Si vous volez des œuvres caritatives, vous volez probablement d'autres choses aussi. À 20 h, la police arrêtait Viviane au bureau de la Fondation Havre d'Espoir et Étienne à son appartement. Tous deux furent inculpés pour association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie, falsification de preuves, vol de biens personnels et recel de biens volés. J'ai regardé les arrestations depuis mon salon, sirotant un café et passant en revue les images de surveillance qui avaient documenté tout leur stratagème. Demain, je demanderai le divorce et commencerai le processus de reconstruction de ma vie sans une femme qui avait essayé de m'envoyer en prison. Ce soir, je savourais simplement la satisfaction du travail bien fait. Certaines enquêtes, j'avais appris, valaient la peine d'être menées pro bono. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans un restaurant du centre-ville, regardant Étienne Vallée à travers la vitre alors que l'escorte pénitentiaire l'emmenait du tribunal, menottes au poignet. Sa remise en liberté sous caution avait été révoquée après que les procureurs eurent découvert qu'il utilisait plusieurs fausses identités et faisait l'objet de mandats d'arrêt dans 2 autres pays. La Patek Philippe volée avait disparu depuis longtemps, saisie comme preuve avec ses autres actifs. Il avait échangé une montre à 40 000 € contre une peine de prison ferme et le genre de facture juridique qui le mettrait en faillite pour des décennies. Mon téléphone a vibré avec un SMS de la commissaire Grégoire. Vallée a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation. 15 ans ferme. Je pensais que vous aimeriez le savoir. J'ai répondu, et ma femme. Le procès commence le mois prochain. Son avocat essaie de négocier une peine allégée, mais les preuves sont accablantes. Elle risque 8 à 10 ans. J'ai rangé mon téléphone et fini mon café. Viviane avait passé les 3 dernières semaines en détention provisoire, sa demande de libération refusée après que les procureurs eurent soutenu qu'il y avait un risque de fuite. Son association était sous tutelle judiciaire, ses avoirs étaient gelés et sa réputation était détruite au-delà de toute réparation. L'ironie ne m'échappait pas. Elle avait prévu de me faire porter le chapeau pour détournement de fonds et de disparaître aux Caraïbes avec des fonds caritatifs volés. Au lieu de cela, elle faisait face à une décennie en prison tandis que j'étais libre de reconstruire ma vie comme je l'entendais. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô, Alexandre. C'est Noémie de la Fondation. Noémie, comment tenez-vous le coup? C'est difficile. La police m'a interrogé pendant des heures sur Madame Mercier et Étienne. Je n'avais aucune idée qu'ils prévoyaient une telle chose. Bien sûr que non. Vous faisiez juste votre travail. Alexandre, je voulais vous remercier. La commissaire Grégoire m'a dit que votre enquête a probablement sauvé la fondation de la ruine totale. S'ils avaient réussi à voler l'argent et à vous piéger, cela nous aurait détruits. Je suis heureux d'avoir pu aider. Il y a autre chose. Le conseil cherche un nouveau directeur, quelqu'un avec de l'expérience en sécurité qui peut aider à rétablir la confiance avec nos donateurs. Le salaire n'est pas énorme, mais c'est un travail honnête pour aider des gens qui en ont vraiment besoin. J'ai considéré l'offre. Diriger une association caritative serait différent du conseil en sécurité d'entreprise, mais ce pourrait être exactement le genre de changement dont j'avais besoin. Envoyez-moi les détails, dis-je. Ça m'intéresse. Après avoir raccroché,
j'ai conduit jusqu'à la maison qui était maintenant entièrement la mienne. Le bureau au sous-sol où Viviane avait planifié ma destruction était en train d'être converti en un espace de travail légitime où je pourrais aider à reconstruire l'organisation qu'elle avait essayé de détruire. L'équipement de surveillance avait disparu, remplacé par du mobilier de bureau normal et une machine à café qui fonctionnait vraiment. Les caméras cachées avaient été retirées, l'équipement de surveillance est emballé. Je n'avais plus besoin de surveiller les menaces dans ma propre maison. Ce soir-là, j'ai reçu une dernière communication de ma future ex-femme. Une lettre remise par son avocat, manuscrite sur du papier à en-tête de la maison d'arrêt. Alexandre, commençait-elle. Je sais que tu ne me pardonneras jamais ce que j'ai essayé de faire. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Étienne m'a convaincu qu'on pouvait prendre l'argent et disparaître sans que personne ne soit blessé. Je n'ai pas réalisé qu'il prévoyait de te piéger avant qu'il ne soit trop tard pour arrêter. J'ai souri à cela. Même face à la prison, Viviane mentait encore. Les images de surveillance la montraient clairement suggérant le coup monté et planifiant la plantation des preuves. Elle n'avait pas été manipulée par Étienne, elle avait été une partenaire enthousiaste dans chaque aspect de leur stratagème. Je sais que tu dois me haïr, continuait la lettre. Mais s'il te plaît, souviens-toi que nous étions heureux une fois. Avant Étienne, avant la fondation, avant que tout ne tourne mal. J'espère qu'un jour tu pourras te souvenir des bons moments sans me haïr pour la façon dont ça s'est terminé. La lettre était signée, avec amour, pour toujours, Viviane, avec un petit cœur dessiné à côté de sa signature, le même cœur qu'elle dessinait sur les notes et les cartes pendant 8 ans de mariage. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai classée avec le reste des preuves de mon enquête. Un jour, si les procureurs avaient besoin de documentation supplémentaire sur son comportement manipulateur, cela pourrait s'avérer utile. Puis je me suis versé un verre et je me suis assis sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil et pensant à l'avenir. Demain, je commencerai à travailler en tant que nouveau directeur de la Fondation Havre d'Espoir, aidant à reconstruire une organisation dédiée à aider les gens qui avaient tout perdu. Cela semblait être un travail approprié pour un homme qui avait tout perdu lui-même et trouvé un moyen de construire quelque chose de mieux à partir des décombres. 6 mois plus tard, la Fondation prospérait sous la nouvelle direction. Nous avions récupéré les fonds volés, rétabli la confiance des donateurs et élargi nos programmes pour servir 2 fois plus de familles qu'auparavant. Le conseil m'avait donné une autorité complète sur la sécurité et la surveillance financière, garantissant que personne ne pourrait plus jamais manipuler nos systèmes pour un gain personnel. Viviane purgeait sa peine au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, ses appels épuisés et son éligibilité à la libération conditionnelle encore loin de plusieurs années. Étienne avait été transféré dans une prison de haute sécurité après avoir été impliqué dans une bagarre avec un autre détenu pour des privilèges de cantine. Je n'ai jamais rendu visite à aucun d'eux. Certains chapitres, j'avais appris, étaient mieux laissés clos. Par une chaude soirée de mardi en juin, je fermais le bureau de la Fondation quand mon téléphone a sonné. Commissaire Grégoire. Alexandre, je voulais vous donner une mise à jour. Nous avons arrêté 3 autres personnes en utilisant les preuves de votre enquête. 3 de plus. Il s'avère qu'Étienne faisait partie d'un réseau plus large d'escrocs caritatifs. Vos images de surveillance nous ont aidés à identifier ses contacts et à tracer leurs opérations dans 4 régions. Nous avons récupéré plus de 1,9 million d'euros de fonds volés. C'est une excellente nouvelle. Il y a autre chose. La police lance une nouvelle force opérationnelle axée sur la fraude caritative. Nous pourrions utiliser quelqu'un avec votre expertise comme consultant. Intéressé ? J'ai regardé le bureau de la Fondation où les lumières étaient encore allumées dans l'espace de travail du coordinateur des bénévoles. De bonnes personnes faisant un travail honnête pour aider les familles à reconstruire leur vie après avoir tout perdu. Je suis intéressé, dis-je. Mais j'ai des conditions. Quel genre de conditions ? Je veux continuer à diriger la Fondation Havre d'Espoir. Le travail de conseil devra être à temps partiel, et je ne déménagerai pas. Ça pourrait marcher. Vous seriez parfait pour former d'autres enquêteurs aux techniques de surveillance financière. Alors parlons détails. J'ai raccroché et marché vers ma voiture, pensant aux tournants étranges que la vie pouvait prendre. Il y a 1 an, j'étais un consultant en sécurité paranoïaque avec un mariage en échec et un sous-sol plein de matériel de surveillance. Maintenant, je dirigeais une association caritative prospère et je consultais pour la police sur des affaires impliquant le type exact de criminel qui avait essayé de détruire ma vie.
Parfois, réfléchissais-je, la meilleure vengeance était simplement de bien vivre et d'aider les autres à faire de même. En rentrant chez moi à travers les rues calmes de la banlieue parisienne, j'ai réalisé que j'étais sincèrement heureux. Pour la première fois depuis des années, la paranoïa avait disparu, remplacée par un but. L'équipement de surveillance était emballé, remplacé par la confiance dans les bonnes personnes avec qui je travaillais chaque jour. Ma femme avait essayé de me détruire et avait fini par se détruire elle-même à la place. Son complice avait échangé son luxe volé contre une cellule de prison. Et j'avais découvert qu'aider les gens à reconstruire leur vie était infiniment plus satisfaisant que de traquer des criminels pour des clients corporatifs. La justice, j'avais appris, portait parfois les déguisements les plus inattendus.